Moi, c'est Jordan Falens, j'ai 29 ans et vous m'avez connu donc dans les ch'tis à Ibiza il y a à peu près, enfin un peu plus de 10 ans maintenant. Un vrai ch'ti, 100%. Pour moi, un vrai ch'ti, c'est quelqu'un vraiment qui a le cœur sur la main. On est hyper sociable, on est agréable avec tout le monde et c'est ce que les gens ils retiennent toujours de nous. Je suis à l'écoute des gens, j'aime bien aider les gens et en fait, ben, ils ressentent comme ça les personnes qui sont pas du Nord, quoi. Donc voilà, pour moi, les ch'tis, c'est ça. J'ai grandi avec ma mère. Moi, mes parents, ils se sont séparés à l'âge de mes 3 ans. Ma mère, du coup, ben, elle travaillait beaucoup pour m'offrir un peu tout ce qu'il faut à côté, que ce soit l'école, les vêtements, les sorties. Donc, elle travaillait beaucoup. Donc, j'étais un peu plus élevé par mes grands-parents jusqu'à l'âge de mes, on va dire, 9 ans. Après, j'ai perdu mon grand-père. Donc, ça a été c'était quelque chose de très très dur pour moi parce que bah, c'était un peu mon repère paternel. Du fait que j'ai pas eu mon père à mes côtés, forcément, ça a été vraiment mon repère paternel. Ensuite, ma mère, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle est toujours maintenant d'ailleurs, mon beau-père. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que j'avais du mal à faire entrer quelqu'un d'autre dans ma vie, que ce soit enfin, par rapport à ma mère et tout ça. Pour moi, j'étais un peu l'homme de la maison, entre guillemets. Et du fait que j'avais perdu mon grand-père et tout ça, c'était vraiment un peu compliqué. Et en fin de compte, ben, avec l'âge, avec le temps et tout, j'ai vraiment vu que, enfin, en prenant du recul et tout sur tout ça, j'ai vu que ma mère était vraiment heureuse. Et ben, moi, tant que ma mère est heureuse, je suis le plus heureux au monde, quoi. Et au final, ça se passe très très bien. Et à l'heure actuelle, je peux le considérer comme mon vrai père, quoi. Il a été plus présent, mon beau-père, que mon père, que mon vrai père, quoi. Donc du coup, ouais, je le considère comme mon père, en fait. Il a toujours été là pour moi, même au niveau scolaire, au niveau professionnel, dans ma vie de tous les jours, quoi. Il m'a toujours accompagné. J'ai 2 petits frères et une petite sœur derrière. Franchement, moi, tant que ma mère, elle est bien, c'est le principal. J'ai beaucoup grandi avec ma mère, donc on était qu'à deux. Donc en fait, on a mis en place une certaine complicité où avec ma mère, je peux tout lui dire. On a une certaine confiance enfin, l'un comme pour l'autre. Et du coup, ouais, la relation que j'ai avec ma mère, franchement, c'est extrêmement fort. Donc c'est sûr que, voilà, j'étais le genre de personne, je voyageais beaucoup, je bougeais beaucoup. Mais, enfin, ma mère, ça restera ma mère, quoi. C'est celle qui m'a mis au monde, c'est celle qui m'a donné à manger pendant plus de 20 ans, c'est celle qui... Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a une seule personne sur qui tu peux compter, c'est ta mère. Ça restera... Enfin, moi, ma mère, je sais que demain, j'ai un souci, mais je peux compter dessus, quoi. Je peux compter sur ma mère et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est sûr qu'à l'époque, ben, des fois, ma mère, je m'embrouillais avec parce que ben, elle me laissait pas forcément sortir à mes 13, 14 ans comme mes collègues qui étaient autour de moi et tout ça. Mais en vrai, plus je vis et plus je me rends compte que, à l'heure actuelle, mais je peux faire que la remercier. Parce que peut-être que ben, si elle m'avait laissé sortir, si elle avait été un peu trop laxiste sur mon éducation et tout ça, ben, c'est peut-être à ce moment-là en fait que ben, j'aurais perdu pied et j'aurais peut-être mal tourné. Parce que quand on n'a pas le repère paternel derrière, ben, on n'a pas cet équilibre forcément dans la vie et qui fait que ben, on peut vite vriller, quoi. Et pour le coup, non, elle a réussi à faire le rôle des deux, le rôle du père et de la mère. Et ça, c'est... Enfin, je lui tire mon chapeau, quoi. C'est vraiment... J'ai un énorme respect pour ma mère, quoi. En fait, je sais par quoi elle est passée. Et du coup, ouais, ma mère, pour moi, c'est la femme de ma vie, quoi. L'image que j'ai de mon père, elle n'est pas forcément positive. Donc forcément, limite, je me dis, en fait, bah, c'est peut-être pas plus mal que je ne l'ai pas connu, parce que peut-être, bah, si je serais parti du côté du père, j'aurais peut-être mal tourné aussi, hein. Avant, j'avais un peu de mal d'en parler, parce que pour moi, j'avais un peu honte. J'avais un peu honte parce que bah, moi, je voyais mes potes avec leur père, ou même s'ils avaient des parents séparés, bah, ça fonctionnait comme ça. Tous les week-ends ou tous les 15 jours, bah, ils passaient un moment avec leur père, ils passaient... Moi, j'ai jamais connu ça. Ou je l'ai connu le strict minimum. Mais quand je connaissais mon père, ben, c'était toujours bah, viens, on va boire un verre là, ou si, ou ça. Il n'a jamais été stable en fait dans sa vie. Moi, le fait de faire des enfants et après partir et pas les assumer, c'est lâche. Je trouve ça lâche de sa part. Il y a un jour où je suis parti en vacances rejoindre ma mère et puis mon beau-père. Et je sais pas, sur la route, j'avais ce besoin de lui envoyer un message pour lui dire que je lui pardonne tout ce qu'il m'a fait. Mais par contre, je n'avais plus du tout envie de le voir. Et enfin voilà, je veux dire, bah, j'ai pas eu de chance. Je suis pas tombé sur le bon père. Ben, ça peut arriver à moi et puis à plusieurs personnes, hein, attention, hein. Donc voilà, je lui avais envoyé un message parce que je ressentais le besoin et ça m'a mis... j'avais la conscience tranquille en fait. Se sentir rejeté par des connaissances, on s'en fout, mais quand c'est un parent, c'est différent.
Parce que ben, moi, des fois, je m'en rappelais, hein, je l'attendais devant mes grands-parents avec mon sac, il me dit j'arrive, j'arrive, mais au final, il venait pas. Donc tu te dis, mais en fait, il y a quoi de plus important à faire que de voir son fils, quoi, en fait. Je veux plus avoir de contact avec lui, je veux plus, je veux dire, maintenant, il est trop tard. J'ai grandi seul, j'ai pas eu, il n'était pas là derrière moi quand j'en avais forcément besoin. J'ai appris à vivre comme ça, donc forcément, maintenant, enfin, voilà. Mais je lui ai pardonné. Je sais que je referai plus machine arrière, quoi. Premier père que j'avais, c'était mon grand-père, quoi. C'est celui qui m'emmenait au foot. C'est en fait le père que j'ai jamais eu, ben, je l'ai retrouvé à travers mon grand-père et à travers ben, ma mère, forcément, parce que ben, ils étaient toujours là pour moi. Et c'était le seul repère masculin que j'avais jusqu'à mes 11 ans, quoi. J'ai pas peur de la paternité. J'ai une pression quand même, parce que je pense que ça, on l'a tous à un moment donné. C'est ta chair, c'est ton sang, c'est tout. Donc, j'ai un peu cette pression. En fait, des fois, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je vais réussir au final? Parce que ben, je repense aussi à ce que j'ai vécu dans mon enfance et tout, et je me dis, est-ce que je vais réussir? Parce que peut-être que moi, j'en veux à mon père, mais au final, c'est peut-être pas de sa faute non plus. Et en vrai, quand je regarde autour de moi, je vois des pères, ils ont peut-être pas forcément beaucoup d'argent ou autre, ils ont peut-être pas une situation financière qui est exceptionnelle, mais ils sont toujours là pour leurs enfants. Et quand moi j'entends même des collègues à moi qui sont papas maintenant qui me disent mais moi j'ai plus besoin de rien. J'ai ma femme, j'ai mon fils ou ma fille, que demander de plus? Je suis l'homme le plus heureux au monde. Et moi ça c'est je comprends pas pourquoi en fait à partir du moment où tu fais des enfants, ben après tu les mets de côté quoi. Alors qu'au final c'est là où est le bonheur. Je reproduirai jamais le chemin que ben, moi j'ai vécu en termes de parents. Moi justement je pense que je serai toujours là pour mes enfants. Même si demain je devrais me séparer de la mère de mes enfants ou autre, je serai toujours là. Je ne lâcherai jamais mes enfants. J'étais pas trop scolaire, on va pas se mentir. J'étais pas trop scolaire. D'ailleurs, il y a mon petit frère qui me ressemble beaucoup sur ça aussi. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait bouger, qui aimait voir du monde. J'adorais le sport. En fait, j'adorais tout, mis à part l'école, quoi. Après, je suis parti en sport-études. Donc, je suis parti en sport-études de cyclisme. Et de là, après, en vrai, le fait d'avoir mon indépendance parce que j'étais en internat, bah, j'ai carrément lâché l'école, quoi. J'étais plus appuyé sur le sport, sur le vélo, mais sauf que quand tu es en sport-études, ben, c'est les deux qui vont ensemble. C'est le côté scolaire et le côté sportif. Mais du coup, moi, j'avais que le côté sportif et pas le côté scolaire. Du coup, j'ai arrêté et tellement je voyais que l'école, c'était pas pour moi, je dis à ma mère, je dis, bon, moi, je veux soit faire un CAP dans le bâtiment ou soit un CAP coiffure. Donc, deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Mais je voulais déjà travailler, je voulais gagner un peu d'argent, je voulais gagner un peu tout dans ma vie. Donc du coup, je suis parti en CAP coiffure pendant 1 an. Et après, à l'âge de mes 16 ans et demi, 17 ans, j'ai commencé à travailler dans un bar. Donc c'était le bar à mon cousin. Franchement, la coiffure, il ne faut pas me poser la question. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a attiré. Je ne sais pas si c'était le côté parce qu'il y avait 90% de nana là-dedans. Je ne sais pas si c'était le côté nana ou si c'était le côté artistique. J'en sais rien. Mais pour le coup, en fait, j'ai été un peu à l'aveuglette. Je travaillais dans un centre de coiffure. C'était pas facile non plus. La patronne elle m'avait un peu écœuré du métier. Ça fait du coup, j'ai arrêté. Si j'avais pas de taf, ça me faisait pas peur. Je savais que j'allais enchaîner derrière avec autre chose. Ou... Enfin voilà. Après, ça, c'est ma mère qui me l'a inculqué aussi. Ça. On n'a rien sans rien, donc forcément, il faut bosser. En fait, on m'envoie un message sur Facebook. En mode, on parle d'une nouvelle télé-réal, ceci, cela. Mais moi, je connaissais pas trop ce milieu-là encore. Moi, à l'époque, clairement, quand on m'avait envoyé ce message, je me suis dit quoi? C'est encore quelqu'un qui veut pirater mon compte, ceci, cela. Donc, j'ai pas calculé le message. J'étais à l'époque, j'avais un petit plan avec une gogo danseuse stripteaseuse. Et du coup, elle va faire un show, je sais plus, elle va faire un enterrement de jeune garçon ou je sais pas quoi. Après, on se met à sortir en boîte. Et je sais pas, genre à 7h, 7h30, elle me dit, hey, chou, tu peux me déposer à l'hôtel Holiday Inn à Lille. Je sais pas, j'ai un casting et tout. Je me dis, ouais, vas-y, y a pas de souci, moi je te dépose. Elle a fait le casting. Et moi, après, le mec, il est sorti de ça, qui m'avait envoyé un message. Il est sorti et tout, il me dit, ah, bah, t'es là et tout, nanana. Donc, ils m'ont poussé à le faire. Moi, j'avais 5 grammes dans chaque œil et tout. Je me suis dit, bah, je vais pas faire un casting maintenant. De toute façon, je me suis dit, sur 1500 personnes, genre, moi, je vais être retenu. Ils m'ont demandé des présentations en anglais, j'essaie de répondre en plus, carrément, presque tout l'inverse de ce qu'ils me posaient en question et tout. Ils m'ont appelé le jour de l'enterrement de ma tante, ils m'ont dit, bon, ben, Jordan, tu vas pas partir avec nous et tout. Mais moi, j'avais déjà zappé le truc. Et je crois 3 jours avant le départ, ils me rappellent. Et ils me disent, bah allez, c'est bon, tu pars avec nous, on prend tes rendez-vous pour tout ce qui est examens médicaux, ceci, cela. J'ai fait tous mes examens, 3 jours après, j'étais bien. C'était kiffant, il y avait Christopher, Shogun, Gaël, Céline.
Je me rappelle de la première comme c'était hier, quand on a pris la première fois l'avion, c'était un truc de ouf. On était un peu dans une prison dorée. C'est-à-dire qu'à la fois, on faisait ce qu'on voulait, on était libre de faire ce qu'on veut. Moi, je veux dire, à 18 ans, tu m'emmènes dans une maison avec piscine, je sais pas combien, je me souviens, la première fois que je voyais une maison aussi grande, bah, c'était que du kiff pour moi. Je suis toujours resté moi-même et j'avais pas le contrôle en fait de mon image. Il y a des choses à l'heure actuelle, je veux dire, c'est peut-être des petites choses que je vais regretter, genre quand je me mettais à poil carrément dans les tournages et tout. À l'heure actuelle, c'est vrai que quand tu grandis, tu te dis bon, quand même ça, j'aurais peut-être pas dû, ou tu vois. Mais qui à l'heure actuelle est payé à voyager, à kiffer, à être dans des baraques de ouf, à être avec des groupes d'amis qui sont juste là pour le kiff aussi? Enfin, franchement, c'est le rêve de toute jeune personne. Enfin, moi, j'ai 18 piges à l'époque, mais c'était le kiff. Fallait pas me le dire deux fois. Moi, c'est simple, quand je parlais des ch'tis aux gens, ils retenaient qu'une chose, Christopher. On va se motiver de la tête aux pieds, tu vois. Ah, Christopher, mais il est excellent. Demain, il reviendra refaire un comeback des ch'tis ou autre. Si tu mets pas Christopher, c'est pas les ch'tis. Pour moi, le noyau, c'était, il y avait Hilary, il y avait Gaël, il y avait Tressia, il y avait Vincent, il y avait Christopher, il y avait Carlito. Même à un moment donné, quand Christopher il venait plus par rapport à Kelly et tout ça, tu voyais que ça faisait un vide. Et puis là, qui a fait son retour dans la télé, mais les gens, ils sont au taquet. En fait, je kifferais juste faire un petit retour des ch'tis, parce que déjà, franchement, il y a quand même pas mal de personnes qui réclament à travers les réseaux, qui disent, franchement, les Marseillais, les trucs, c'est nul, c'est que du fake, les ch'tis, c'était mieux parce qu'il y avait le côté authentique, côté simple. À mon avis, à moins que là, si on repart les ch'tis, c'est comme si on repartait au début, en mode, c'est la haisse, on est venu dans notre première émission de télé, tu vois. Mais non, franchement, moi, je pense que ça serait bien, et je pense que les gens, ils attendent beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on est devenu réellement. Même W9, en vrai, je comprends pas pourquoi... ils n'ont pas relancé les ch'tis. Franchement, je comprends pas. Même pendant les 10 ans et tout, je comprends pas. Je pense que ça peut refaire un bordel. L'un des meilleurs souvenirs que je garde avec les ch'tis, à vrai dire, j'ai envie de dire, c'était la première. Aussi, la première aventure en elle-même, parce que ben, c'était le début, et puis voilà. Et c'était surtout aussi l'un des meilleurs moments que j'ai passé aussi, c'était le mariage de Vincent et Hilary à Las Vegas. Quelle soirée qu'on a fait, je me rappellerai toute ma vie, mais c'est... du lendemain, en plus, on est arrivé en retard, on l'a fait un peu à la vraie bad trip, mais en vrai, c'était ça, on est vraiment arrivé en retard à la cérémonie et tout. Enfin, franchement, c'était l'un des meilleurs souvenirs, parce qu'on a vraiment bien rigolé, et c'était une soirée... moi, je me suis dit, mais attends, mais ils ramènent des nanas en sous-vêtements et tout, mais ça va jamais être diffusable, ça, et tout. Et en fait, ben si, on a vraiment kiffé cette soirée, quoi. Shogun, ouais, j'étais très proche de lui jusqu'à là, il n'y a pas si longtemps que ça, là, j'ai mis un peu de côté. Quand tu es là pour une personne et qu'au final, derrière, il avait fait une interview il n'y a pas si longtemps que ça, en mode, ouais, j'étais tout seul, nanani, j'ai relevé la pente tout seul. Mais gros, oublie pas qu'il était là pour toi, en fait, quand tu étais dans la merde. Parce que quand tu es venu chez moi, en mode, tu vois, en mode, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à me relancer, ceci, cela, ben ça, il faut pas l'oublier non plus. Moi, tu es venu me demander de l'aide, je connais bien ta mère, elle m'a appelé aussi, on s'est vu aussi, on a parlé tous ensemble. Quand tu fais une interview et que tu vois en fait que la personne, c'est ouais, Tressia, Carlito, alors ok, ils ont peut-être été là pour eux, mais le premier qui a appelé, en tout cas, c'était pas eux. Donc ça, je l'ai un peu mal pris de sa part. Et en fait, j'avais l'impression que bah, en fait, c'était juste par intérêt, quoi, Vincent. C'est ça, en fait, qui m'a fait un peu de peine, surtout qu'on a vécu quand même pas mal de choses ensemble. Et le fait que je vois ça, ouais, j'étais un peu dégoûté. C'est quoi, t'es bien dans ta vie, gros, ben fais ta vie, vis ta vie comme tu l'entends. Moi, il me demandait des fois de se voir et tout, mais moi, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Pourquoi? Viens, on se voit juste pour se partager sur les réseaux. Moi, c'est pas ça que j'attends de voir quelqu'un. Moi, c'est bien, on discute, qu'est-ce que t'es venu, et ci et ça. Mais là, non, c'était pas ça. Donc, ouais, j'ai pris un peu le somme par rapport à ça. Franchement, je regrette pas du tout avoir fait de la télé. J'ai rencontré pas mal de personnes. On a vu du pays, Attends, on est payé à voyager, que demander de plus? Donc non, je regrette absolument pas d'avoir fait de la télé. Si j'avais un truc à dire aux jeunes, c'est il y a à prendre et à laisser dans ce milieu-là. C'est-à-dire que ne croyez pas que tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe réellement. Ne croyez pas que tout ce qui se passe en télé, ça se passe réellement. C'est un taf, c'est un job. Franchement, les gens, s'ils pensent que c'est facile, c'est pas facile. Même le milieu d'influenceur, en vrai, c'est pas facile non plus. Parce que ça demande du taf, ça demande de l'imagination, de la créativité à travers tout ça. Et les jeunes, je pense qu'à l'heure actuelle, ils veulent faire de l'argent, mais facilement. Et ils pensent qu'en fait, la télé-réalité, c'est ça, c'est de l'argent facile. Alors c'est sûr,
On est là, on est tranquille, on est chez nous. Contrairement à quelqu'un qui va se lever à 4-5 heures pour aller travailler à l'usine, on ne va pas se plaindre non plus. Attention. Qui ne s'imagine pas que la télé-réalité, c'est comme ça, en un claquement de doigts, tu vas arriver là-dedans. C'est pas parce que tu vas lancer ta chaîne YouTube que demain, tu vas te faire 100 000 euros dans les poches. En fait, c'est ça, c'est que les jeunes, en fait, ils pensent trop qu'ils veulent tous se faire de l'argent, mais sans rien faire. Quand je vois ce que c'est devenu la télé-réalité, ça fait un peu de la peine, quoi. Même il y a des candidats de télé qui font de la peine, carrément, parce que je me dis, ils sont en train de... Ils se donnent une image qui n'est pas eux du tout. Ils reflètent une image qui n'est pas bonne. Surtout que ben, les jeunes, ils s'identifient tous à nous. Et à l'époque des Ch'tis, on pouvait s'identifier à nous. Parce qu'on était des gens authentiques, des gens simples. On ne portait pas de grosses marques, on ne vivait pas la vie de luxe. Et on ne gagnait pas des sommes comme on gagne maintenant. Maintenant, c'est des sommes exorbitantes. Mais nous, on gagnait. Moi, je me rappelle, je crois, le premier tournage que j'ai fait pour 4 semaines de tournage, je crois que j'avais pris 2000 ou 2500 euros. Et à l'heure actuelle, les jeunes, ils s'identifient à des personnes, bah, pour moi, clairement, je vais le dire, qui sont malsaines, quoi. Et ils sont tous là en train de se défendre, et les ci, et les ça. C'est juste une question de pognon. Quand on a qui créent des choses, mais qu'au final, ils font des escroqueries et qui se font passer pour des personnes bien à travers les réseaux sociaux. Non, moi, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Je trouve ça injuste par rapport à des gens qui sont honnêtes, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans ce qu'ils vont diffuser à travers les réseaux sociaux, que ce soit ce qu'ils vont diffuser à travers des placements de produits ou autres. Et que limite, ben, c'est eux qui prennent pour des gens qui, au final, ils te vendent de la merde, ils vont te vendre des produits, au final, que tu n'auras jamais chez toi. Et ces gens-là, ils sont encore dans le game et ils gagnent encore des sommes, des 40, 50 000, voire des 150 000 euros par mois. C'est devenu tellement un milieu malsain. Ben, je trouve plus ça bien, en fait, par rapport à ce que les gens dégagent à travers les réseaux. Moi, je vois, j'ai une petite sœur, par exemple, où j'ai même des petits frères. Oh, regarde la voiture qu'il a. Oh, regarde ci. Oh, regarde ça. Ouais, mais par quoi il est passé? Donc moi, je préfère gagner un peu moins ma vie. Mais à côté de ça, ce que je trouve dommage dans la télé-réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'authenticité. Tandis qu'à l'époque des ch'tis, quand je partais en tournage, ouais, je vais retrouver mes potes, on va partir en tournage, on va se régaler. C'est devenu trop fake. Trop fake, la télé-réalité. Quand je suis parti au dernier tournage, j'avais dit couple parfait. À aucun moment, je me disais que j'allais me mettre en couple et que j'allais rencontrer l'amour. Moi, je ressortais d'un divorce et tout ça. Je voulais plus entendre parler de relations, de quoi que ce soit. Je me suis dit, c'est mort. Quand on m'a appelé pour la télé, moi, je voyais que le côté argent. Je voyais même pas le côté... De toute façon, je me suis dit, quoi, je vais rencontrer des gens là-bas. On va se parler qu'en tournage. Et au final, après, on va même plus se calculer. Donc, je partais même pas pour histoire de me faire des amiotes. Je partais que pour l'oseille. Ben, là-bas, j'ai rencontré Manon. Et en fait, j'y croyais pas. J'y croyais même pas, ça. Je croyais même pas en l'amour, je croyais plus en rien. Je me suis dit, mais c'est mort. Même mes potes, ils m'ont dit, moi, je vais là-bas, je vais à l'émission, je vais juste profiter. Je reviens, on va faire la fiesta, on va aller Ibiza, on va faire ci. Ah, ça y est, faut plus me parler de meuf, plus rien. Et au final, ben, ça m'est tombé dessus comme ça. Et je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, à l'heure actuelle, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi on n'est pas match à l'heure actuelle. À mon avis, il devait y avoir un problème dans le scanner marocain, parce que pour moi, on est match à 100%, ça c'est sûr. Ma famille, elle l'adore, mais même ma mère et tout, enfin, c'est devenu deux bonnes copines. Franchement, c'est une relation que j'ai toujours rêvé. Que ma copine s'entende bien avec ma mère, que ma mère ma petite sœur, elle vient me voir, elle me dit Manon, elle me manque. Enfin, moi, c'est vraiment des choses qui me font vraiment plaisir. Elle a plu vraiment à tout le monde dans ma famille. À travers Manon, j'ai trouvé ma meilleure pote, ma confidente. On peut se parler, on a une très forte communication avec Manon, ce qui nous permet de parler de tout et de rien sans forcément qu'on a des jugements ou sans forcément qu'on se prenne la tête. On a tout pour être bien. Le fait d'avoir la distance, ben, ça le permet d'avoir ses petits moments. Moi, ça me permet d'avoir mes petits moments, de me retrouver aussi. Elle, pareil. Je pense qu'on a trouvé un petit équilibre. Tout ce que je veux, ben, Manon de là. Beaucoup de personnes se doutent que je sois musulman, mais très peu le savent, en fait. Ça regarde personne, c'est entre Dieu et moi, et j'en ai jamais parlé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant. Et en fait, en France, on a tellement la critique facile. Donc, je préfère ne rien dire et rien faire voir par rapport à ça. Pour moi, je suis tranquille. Moi, je ne juge pas vos religions, je ne juge pas ce que vous faites dans la vie, que tu sois juif, chrétien, musulman ou autre. Fais ta vie. Je sais pas, je ressentais de plus en plus de besoin de croire en quelque chose. Déjà, à l'époque de mes 16 ans, je m'intéressais beaucoup et tout ça. Jusqu'au jour, en fait, où je me suis mis à stop, je me suis dit, non, je pense que ce que je fais là, c'est un effet de mode. Donc, du coup, j'ai carrément lâché l'affaire sur ça. Et quelques années après, c'était en Thaïlande, je me rappelle. J'étais dans un camp d'entraînement musulman, donc pour la boxe thaï. Et la personne, en fait, l'entraîneur, il voyait que je lisais des livres et tout. Et un matin, il vient, il me réveille à 5 h au matin pour aller faire la première prière du matin. Et du coup, il m'emmène dans un magasin, il m'achète une djellaba. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Et au final, en fait, il m'emmène devant la mosquée, il m'emmène devant un imam et tout. Et puis là, je me dis, bah, en fait, j'ai plus besoin de réfléchir, quoi. C'est que c'est le moment, c'est que c'est comme ça, c'est le destin. Si on m'a emmené là, c'est pas pour rien. Et du coup, bah, ça s'est fait comme ça, quoi. Pourquoi je pense que je l'ai pas fait aussi aussitôt? C'est parce que, bah, peur de la critique, peur des gens, peur du regard des gens. C'était au moment des attentats en plus. Donc tu te dis, ouais, les personnes ils vont penser quoi? Que je vais partir en Syrie, moi aussi, que je vais faire un truc de ouf. Et je fais pas ça pour les gens, je fais ça vraiment pour moi et ça me regarde, c'est entre Dieu et moi et personne d'autre, quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être toujours en bonne santé, faire ma petite vie tranquille, construire ma petite vie de famille, être proche de mes parents, bah, de Manon. J'arrive à 30 ans, j'aimerais pas avoir des enfants à 35, 40 ans, parce qu'après, ça va faire tard. Quand Dieu l'aura décidé, j'aurai des enfants. Sinon, pour l'instant, je vis ma vie et c'est pas un truc sur lequel on calcule, même avec Manon. Enfin, voilà, on fait notre vie. Et comme on a toujours dit, ça viendra quand ça viendra et on avisera à ce moment-là.